Vous écoutez Pensée en couleurs, le podcast qui propose de remettre de l'esprit critique au quotidien pour sortir du mode noir ou blanc et explorer une palette colorée de nuances, pour reprendre le contrôle de vos pensées et actions et pour recréer des liens et du dialogue. Je suis Maya Eyal et je vous offre ici des outils. À vous de voir ceux qui vous parlent et de vous les approprier. Bienvenue dans Rencontres, des épisodes où j'invite des personnes qui ont travaillé sur des sujets liés à l'esprit critique et qui viennent nous livrer leur regard, leur compréhension et aussi, comme toujours, des outils que vous pourrez utiliser au quotidien. L'idée étant d'inviter des personnes avec des propositions variées pour que vous puissiez trouver dans tout ça ce qui vous convient à vous. Bonne écoute! Bonjour Younes, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Maya, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je t'ai invité aujourd'hui pour que tu nous parles de debunk. Alors déjà, est-ce que tu pourrais un peu nous résumer ce que c'est pour les personnes qui écoutent et qui savent pas forcément? Le debunk dans le contexte de la désinformation, plus précisément, c'est d'essayer de chercher, de rechercher la source de l'information, de chercher la vérité derrière une information et la correction soit dans un sens ou un autre, parce qu'on pense toujours debunk comme en pensant aux fake news ou autres, mais parfois c'est plutôt pour confirmer, infirmer une information juste et vraie, voilà. Pour vérifier, voilà, comme tu disais, la véracité. C'est de la vérification, c'est de l'exercice de vérification. Ok, super. Donc, je t'ai invité pour parler de ça parce que c'est ce que tu fais auprès d'un collectif. Donc déjà, pourquoi tu as eu envie de faire ça, toi, de te mettre au debunk? J'ai toujours fait ça de façon un peu plus spontanée, naturelle, euh, gamin, parce que ça c'est, on va dire, plus personnel, l'envie de vérifier, de la curiosité qui m'animait, donc j'étais toujours curieux d'essayer de chercher. Donc euh, dès que Internet est apparu, parce que je suis né avant l'ère d'Internet, c'était quelque chose d'assez magique de pouvoir chercher sur des moteurs de recherche, sur Google, et du coup l'envie de tout vérifier, de tout regarder, de tout savoir, et donc ça a commencé un peu comme ça, sans forcément trop donner de dimension militante ou politique ou sociale ou autre. C'est vraiment par plaisir que ça a commencé, comment. Mais petit à petit, je pense que moi-même, surtout depuis le 11 septembre, on commence à avoir pas mal de thèses complotistes, dans lesquelles j'étais tombé moi-même, parce que c'était à l'époque, il y avait plein de vidéos YouTube, on regardait, tout le monde était fasciné par l'idée d'un complot autour d'événements qui nous dépassent. Et petit à petit, quand j'ai découvert moi-même que c'était que je m'étais fait un peu avoir sur beaucoup de choses là-dessus, tu te dis ah, moi qui me pensais un peu à l'abri, vacciné, parcours scientifique, pensant être doté d'un esprit critique, etc., et d'avoir les outils, je me s'étais fait avoir aussi facilement, juste parce qu'on a mis la bonne musique, fabriquer des fakes, c'est aussi facile de le faire maintenant comme des médias traditionnels classiques, que ça devient un peu sérieux pour la chose. Donc, ça m'a fait prendre conscience que le sujet devient sérieux et grave. Donc ça, c'était un peu le premier élément. Et donc là, je suis devenu un peu plus dans ma recherche et de vérification d'informations, un peu plus exigeant, vigilant, mais ça restait encore personnel à ce moment-là. Et petit à petit, avec les événements, ce qui a fait complètement exploser le sujet, c'est avec le Covid. Et là, c'est devenu un sujet de société, clairement, parce qu'on a vu nos proches, nos familles, nos amis, une vraie polarisation presque de la société des anti, des pros, et que avec une vraie place à l'information, à la désinformation, et avec des vraies conséquences politiques, etc. On a vu même des partis jouer là-dessus. Bref, le sujet est devenu beaucoup trop sérieux pour ne rien faire, en tout cas, pour ma part. Et c'est là que j'ai commencé à regarder comment je peux militer et agir plus fortement, plus activement, parce que le sujet
je sentais qu'il faut que je sorte un peu de mon sac et que je rencontre d'autres gens qui ont les mêmes constats, etc. Et c'est là que j'ai rencontré ce collectif, cette association qui lutte contre la désinformation, principalement sur les réseaux sociaux, euh, et pour apprendre d'eux et échanger, partager et donner une dimension un peu plus globale à mon action. C'est super intéressant ce que tu dis justement que même des personnes comme toi qui ont un parcours scientifique, qui pensent avoir les outils, peuvent tomber aussi dans des pièges. Et enfin d'ailleurs, je sais plus exactement les statistiques, mais il y avait un pourcentage énorme de personnes en France qui croyaient dans au moins une théorie de complot. Que je rechercherai la stat, mais oui, c'est assez courant en fait, parce que comme tu dis en général. Il y a ce côté un peu mystérieux. Enfin, c'est une bonne histoire en général, donc c'est bien présenté, c'est attractif. Et du coup, toi, comment tu t'en étais rendu compte en fait que t'avais été piégé? De la même façon avec laquelle je suis tombé dans ce piège entre guillemets que je suis sorti de celui-là, parce que ce qui m'a poussé à comment je suis tombé dessus sur toutes ces thèses complotistes, etc. Là, je parle vraiment, j'étais encore 2000, j'étais études entre lycée et mes études supérieures, donc j'avais encore, peut-être j'étais armé mais pas suffisamment, mais c'était toujours la curiosité d'essayer de comprendre les choses. Donc essayer de comprendre les choses, donc rechercher sur internet, parce que c'était le premier outil simple, facile pour analyser et rechercher au-delà des circuits classiques ou des médias traditionnels, etc. Et donc c'est cette même curiosité qui m'a fait euh, euh, tomber dans ce piège-là sans aller jusqu'au bout, parce que quand on regarde les thèses complotistes qui ont suivi le 11 septembre, ça pouvait aller jusqu'à très loin, des reptiliens, etc. C'était pas de ça que moi j'étais tombé là. C'était pas à ce point, mais en tout cas plutôt sur l'idée que il peut avoir des infos qu'on nous cache, qu'il peut avoir des hypothèses, qu'il peut avoir cette ce côté un peu euh, hollywoodien quoi des événements, et que forcément en fait il y a aussi cette envie de 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 comprendre, Ouais, d'apporter du sens. d'avoir du sens à tout, parce que sinon parfois quand c'est des choses qui sont très grosses, des événements très gros, on a envie qu'il y ait un sens derrière tout ça. Et mais du coup c'est avec la même curiosité aussi que je poursuivais les recherches, et que parfois on voit qu'il y a des incohérences, etc., et qui nous font prendre conscience qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues, et qu'après l'absurdité d'autres éléments, et et aussi le recul, parce qu'après il y a des choses où quand on les vit sur le moment, il y a une difficulté à prendre du recul, et après plus on s'éloigne de ces moments-là, on a plus de facilité aussi à prendre le recul, du moment qu'on est capable de se remettre en question, qu'on s'est pas trop engagé émotionnellement avec les faits, pour ne plus faire un retour en arrière. Donc voilà. Donc c'est un peu, c'est les mêmes armes au final qui nous poussent à tomber dans des pièges qui nous permettront d'y sortir. Bah, c'est hyper important, je pense, de rappeler ça, effectivement, que la curiosité, par exemple, c'est à la fois, comme tu dis, un outil pour aller chercher de l'info, pour voilà, essayer de vérifier des choses. Mais en fait, il faut peut-être une méthode derrière pour savoir comment le faire. Enfin, pour voilà, savoir évaluer la fiabilité d'une info, voir dans quoi on peut avoir plus confiance, voilà, par rapport à tout ce que nous offre Internet, qui est énorme, comme tu disais. Donc, on y trouve de tout. Et du coup, enfin, justement, si on revient au debunk, comment vous faites, vous, dans ce collectif pour, enfin, c'est quoi votre méthode pour vérifier l'info? Euh, Tout d'abord, parce que c'est vraiment très large aujourd'hui, malheureusement, la désinformation est partout, et on peut avoir des biais à vouloir vérifier ce qui nous arrange, et du coup Ouais. tomber dans des biais de confirmation, etc. Et c'est là où la première règle, ce qu'on fait, c'est on ne débunk que les sujets où on est sollicité. C'est-à-dire qu'on va pas choisir
ce qu'on veut vérifier. Et ça, c'est super important. Euh, je pense dans l'exercice justement de la vérification du debunk, que ça soit dans un cadre collectif, associatif, ou professionnel, ou dans un cadre personnel, c'est d'éviter de vérifier là où on a des doutes. En fait, parfois même là où on a des certitudes, c'est intéressant de faire l'exercice et de vérifier le pourquoi, le comment de la chose. Et ça, c'est vraiment la partie pour moi la plus compliquée parce qu'en soi, si on sait tous vérifier, débunker, etc., ça ne résoudra pas le problème parce qu'on va vouloir choisir débunker que les positions de nos adversaires idéologiques, politiques ou ce qu'on veut, et finalement ça va juste confirmer nos idées et ça va réconforter nos croyances qui elles sont fausses sur les autres sujets. Donc ça peut être aussi presque euh, Manière de se radicaliser. ouais, de manière de se radicaliser parce que on va choisir qui on débunk, donc on va encore plus s'éloigner des positions de l'autre et on va laisser nos positions initiales à l'abri de la vérification. Donc pour moi, ça c'est hyper important et c'est clé avant toute chose, c'est d'être dans cette neutralité face à la vérification et de vérifier autant ce qui est source de doute que ce qui est source de ce qui fait partie des certitudes profondes que nous avons. Et donc, l'exercice qu'on fait avec notre collectif, c'est de commencer d'abord pour un peu s'éviter ça, c'est de ne débunker que les sujets pour lesquels on nous sollicite de l'extérieur. Donc, on n'a pas le droit, en tant que membre du collectif, on n'a pas le droit de choisir les sujets qu'on veut débunker. Donc, quand on est sollicité, du coup, comme ça, on a des sujets du coup très différents. C'est pour ça que on pourrait traiter à la fois de droite, de gauche, de centre, d'extrême gauche, d'extrême droite, de pro-ci ou contre ça, parce que finalement, on ne choisit pas. Et une fois qu'on a le sujet à traiter, arrive la partie justement de vérification, et c'est là où on monte une équipe. Ça peut être une personne, si c'est un sujet entre guillemets simple, ça peut être deux personnes, mais même que ça soit une personne ou deux, le travail de la vérification est fait en public sur un forum fermé et accessible aux membres du collectif pour partager les réflexions, les résultats, et de là suit un débat, une discussion, une vérification de la vérification en interne. Et les méthodes sont généralement la recherche, parce que le principe justement de la vérification, c'est de chercher ce qui est accessible. Donc on fait pas le debunk, c'est pas du journalisme. Donc on fait pas d'enquête, on va pas appeler les concernés ou des experts sur tel sujet pour faire un témoignage, c'est vraiment pas la même chose. Donc il faut vraiment le comprendre différemment. Il y a le travail journalistique qui est indispensable pour vraiment avoir accès à l'information avec son contexte et enquêter. Et donc ça c'est une chose. Le debunk, ce n'est pas une enquête journalistique, c'est pas un travail journalistique. C'est un travail de vérification en utilisant les outils et les moyens et les sources et les travaux des journalistes aussi, parce que l'idée du coup c'est de regarder ce qu'on peut retrouver sur les sources accessibles, donc les sites d'information, les études scientifiques, les livres publiés. Maintenant qu'on a accès plus facilement aux versions numériques de quasiment tous les livres, on peut très vite rechercher dans un livre, est-ce que tel extrait a bien été dit par telle personne dans ce livre-là, etc. Aujourd'hui, Internet nous permet d'aller vite dans ces vérifications. Donc, on cherche aussi, donc dans toutes ces sources-là, on filtre par la fiabilité, légitimité, crédibilité de la source. Donc, il y a des sites connus pour être des sources de désinformation. Ben, on va pas chercher dedans, et on va essayer surtout de confronter, parce que par exemple si c'est une information qui concerne un sujet on va dire soi-disant en tout cas qui a une coloration politique, ben on va essayer de chercher des même concernant les médias qui sont fiables, ben ils peuvent le traiter différemment. Donc on va regarder les deux positions des deux clans sur ça pour construire une vérification nuancée, parce que ça aussi c'est super important. Donc on essaie de cumuler tout ça, de chercher dans les sources ce qu'on dit sur cette information-là, et là où il y a un premier frein souvent quand on parle déjà de cet exercice-là,
Et il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est long, je vais pas faire ça systématiquement, etc. Mais en soi, il est court pour. C'est toujours la règle Pareto. Pour 80% des informations, on peut accéder très vite à la vérification en quelques secondes, quoi. Du moment qu'on connaît les outils. C'est que les outils, au-delà de, là, j'ai parlé des sources d'informations, après, les outils, quoi. Il faut savoir chercher sur Google. Il faut savoir utiliser les outils. Parce qu'on va peut-être pas, je sais pas si on va le développer ici ou pas, mais en tout cas, c'est comment chercher avec une image, comment faire de la recherche sur une période, comment chercher une expression exacte. En fait, il y a des éléments de base qu'on constate d'ailleurs, nous, et je le vois un peu dans mon entourage ou via mon travail associatif, que beaucoup de gens ne savent pas chercher sur Google. Ça, c'est quelque chose qui paraît très, très basique. Google ou un autre moteur de recherche d'ailleurs. Et alors qu'il y a des techniques de comment savoir chercher pour aller retrouver plus précisément ce que l'on veut. Et ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut. Je sais pas comment sont les programmes scolaires, est-ce que cela s'apprend, mais en tout cas, pour moi, c'est indispensable qu'on sache chercher l'information, vérifier l'information. Déjà, les outils, on va dire techniques, avant même de parler de la démarche ou de l'esprit critique, c'est juste, OK, j'ai une image, ou trouvez-moi de quand date cet événement, cette situation, et qu'on sache chercher sur une période, etc. Et donc, une fois qu'on a trouvé ces infos, comme je te disais, 80% des infos sont facilement retrouvables. Très, très vite, on va retrouver, dès qu'on tape sur Internet, s'il y avait déjà un travail justement journalistique ou d'une autre association ou de vérification, etc., où ça a déjà été vérifié, sourcé, donc on peut accéder à l'information plus facilement. Ensuite, il y aura 20% en effet des faits où il faut un peu plus creuser. Mais déjà, si on arrive à que 80% des faits sont vérifiés très vite, très facilement par n'importe qui et sur toute la population, bah je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller sur les 20%. On a résolu le problème, quoi, parce que euh, c'est le gros du sujet qui fait les conséquences graves et pas sur les détails. Il y aura toujours, comme il y avait toujours une part de désinformation, de mensonges, etc., et qu'elle restera toujours et qu'elle sera un peu plus compliquée à démêler, etc. Et mais le problème aujourd'hui, c'est sur déjà la masse que l'on reçoit. Donc là, quand il y a un travail un peu plus justement sur les 20%, un travail plus poussé, ben nous on le fait du coup. On va pas se contenter que des vérifications faciles. Une fois qu'on a rassemblé tout ça, on fait une proposition à l'équipe, dans le collectif. Si je reviens à ta question initiale, comment on travaille, on peut avoir des allers-retours. Parce que là, au-delà de la vérification, on juge aussi la façon avec laquelle on la formule. Parce qu'en fait, il y a la vérification, le fond, mais la communication a une importance clé. Contrairement à quand on fait le travail nous tout seul, on n'a pas besoin de le reformuler pour nous-mêmes. Quand tu cherches pour vérifier quelque chose, ok, une fois que tu as l'information dans ta tête, tout s'est fait, tout s'est construit, donc tu as pu apporter la nuance qu'il faut. Bref, c'est fait. Par contre, quand tu prends la parole publiquement, du coup, tu dois communiquer ce que tu as trouvé. Bah, les gens peuvent y lire des choses différentes. La même information, ça dépend comment c'est écrit. Tu penses avoir fait le job, mais comment tu l'as formulé, il peut encore apporter, entre guillemets, de la désinformation ou de l'interprétation plutôt que des informations. Ouais. Et il y a beaucoup de sujets avec une mauvaise interprétation, peuvent amener à une mésinformation puisque tu as une désinformation et du coup à ne pas apporter finalement une solution au sujet initial qui était de savoir alors qu'est-ce qui s'est passé, parce que au-delà de qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi il s'est passé comme ça maintenant, aujourd'hui, et par telle personne et pas par une autre. En fait, c'est le contexte qui est intéressant, c'est pas l'information elle-même. Et donc la façon avec laquelle on prend la parole et qu'on communique est super clé. Et du coup, c'est là où on échange et c'est là où on rentre un peu. Autant sur les faits, c'est plus simple parce qu'on peut retrouver l'information. Après, comment on communique cette information-là? Là, c'est un peu plus subtil, un peu plus humain, et de savoir comment on crée la nuance, comment on répond par rapport sous quel. Nous, en revanche, on intervient beaucoup sur les réseaux sociaux, donc ça dépend de qui publie cette information-là, donc qui lit l'information initiale, je parle, et qui va lire notre debunk, on doit pouvoir s'adresser différemment ou l'exprimer différemment, le communiquer différemment pour éviter d'être mal compris, etc. Donc une fois qu'on l'a communiqué, après c'est publié et accessible à toutes celles et ceux qui veulent le lire. Après,
généralement, ça c'est la dernière partie qui est un peu moins sympa, mais qui fait partie du jeu. Très régulièrement, notre debunk, notre commentaire va être supprimé par l'auteur parce qu'il n'a pas envie d'être confronté à, mais ça fait partie du jeu et c'est intéressant. Il y a toujours une partie qui a déjà lu le commentaire. Généralement, quand même, la plupart de nos debunks et nos posts sont là et restent là, donc il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours une partie des gens qui n'ont pas envie et même qui nous le disent explicitement par message privé. Oui, je sais, c'est pas tout à fait vrai, mais peut-être c'est pas tout à fait faux et c'est mon gagne-pain, c'est ma réputation. Mais sauf que c'est pas chacun son job effectivement et il fallait nous on fait notre job, mais après la personne s'il a il a envie de se créer une réputation, une notoriété en diffusant des informations approximatives, il faut qu'il assume qu'il y a des gens qui le contredisent. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, j'entends qu'il y a vraiment cette partie aussi justement échange de points de vue qui nourrit beaucoup la nuance, comme tu dis, tant dans la recherche que dans la forme en fait que ça va prendre votre communication. Donc là, l'importance des mots, c'est quelque chose, je pense qu'on voit au quotidien, comment effectivement un mot plutôt qu'un autre peut provoquer une sensibilité chez certaines personnes, pas chez d'autres. Enfin voilà, il y a tout un jeu là-dessus. Et du coup, j'ai une question, tu vois, si je pense aux personnes qui rentrent sur les réseaux sociaux au quotidien, qui voient plein de contenus. Alors, avant même de prendre l'initiative de vérifier, qu'est-ce qui peut, à ton avis, leur mettre la puce à l'oreille, tu vois, pour qu'ils se disent: «Ah tiens, là, faut peut-être que j'aille vérifier». Parce qu'ils vont pas pouvoir le faire sur tout, évidemment, ça, je pense que ce serait compliqué de demander ça. Mais voilà, à partir de quel moment pour toi, il faut vraiment aller, au moins, chercher un autre point de vue, enfin, vérifier un minimum? Ouais, il y a 2 choses face à cette situation. Il y a déjà les informations, on va dire, qui manquent d'éléments pour les caractériser comme vraies. C'est-à-dire que soit il manque de sources, on lance des chiffres, des infos, mais on dit pas d'où ça sort. Genre, ouais, 33% des gens qui ont pris leur deuxième dose de vaccin, je dis n'importe quoi, c'est pas vrai, je sais pas d'où sort ce chiffre comme ça, mais ont eu des complications cardiaques en Nouvelle-Zélande, je ne sais quoi. Et c'est juste comme ça sort nulle part sur une story, sur un post, etc., mais sans citer ni la source, que ça soit le lien. L'idéal, c'est sur la source et comment on peut y accéder. Donc, quand je dis citer la source, c'est il y a des niveaux aussi. On peut dire, OK, selon une étude faite par telle et publiée dans telle revue scientifique. Donc déjà, ça donne de l'information. Mais on peut pas mais il faut quand même qu'on vérifie que ça a vraiment été publié dans cette revue, etc. Donc, on n'y a pas accès. Donc, mais au moins, c'est une première étape qui est mieux que juste ne rien communiquer et qu'on peut derrière, en tout cas, ça nous donne la base pour chercher. Ou bien après, si on cite la source avec carrément, voilà, c'est telle étude, etc. Mais voilà, le lien, vous pouvez vérifier par vous-même le lien et vous pouvez cliquer dessus. Et mais même ça, dernièrement, il y a pas mal de débats, par exemple, sur l'impact de certains pesticides, pour le cancer sur le cancer du pancréas. Et j'ai vu des articles sans rentrer dans le fond du sujet etc. Mais j'ai vu vraiment beaucoup d'articles de médias cette fois-ci, parfois comme quoi même certains médias peuvent tomber dans des pièges où ils défendent clairement une certaine position. Ils citent bien l'article, l'étude, ils citent bien le lien de l'étude, mais quand on clique sur le lien d'étude et qu'on lit l'étude, ça dit pas les choses exactement comme ça a été partagé et qu'il y a des raccourcis énormes, des simplifications énormes et du coup qui font presque l'inverse de ce que veut dire l'étude, de ce que veulent dire les scientifiques derrière. Donc parfois même quand on donne la source, mais bon là on rentre dans des vérifications un peu plus poussées, mais déjà red flag, s'il y a même pas de source, c'est encore là on est à un niveau 0 quoi. Donc en gros quand t'as ça, presque moi je pousserais encore plus loin, c'est même pas la peine de vérifier, c'est juste
considérer parce que justement il y a trop d'informations qu'on a partout. C'est pour moi une source comme ça, c'est un non-sujet presque. Juste, on prend pas cette information comme de l'information, quoi. C'est pas de l'information clairement, et du coup, sauf si le sujet nous intéresse ou on a envie de creuser, bah du coup ça nous interpelle et on a envie de savoir un peu plus. Mais sinon, si c'est juste sur un sujet qui ne nous intéresse pas, il n'y a rien, quelqu'un qui balance des choses sans aucune source, etc. Ce n'est pas une information. On peut aller vérifier si on veut, mais en tout cas, ce n'est pas une information. Il y a aussi la part, pour savoir un peu les red flags un peu sur lesquels on doit vérifier plus, la part de l'émotion qu'on y met dans la communication d'un fait. Un fait n'a pas normalement vocation à être amené avec de l'émotion, ou bien en tout cas pas autant. En tout cas, c'est un signal qu'il faut voir, parce qu'on peut, c'est là où je parle par exemple de comment on communique la chose. S'il y a trop d'émotions dans un message, il est possible que même si c'est une vraie information, que l'auteur a omis certains détails, avait des biais qui ont fait que il a eu envie de mettre un peu en avant plus ça que ça, et du coup ça change l'information, parce que l'information c'est pas une information partielle, c'est une fausse information. Telle personne a tué telle personne, mais si on dit pas que l'autre aussi en a tué l'autre dans son camp, ben c'est qu'on n'a pas toute l'information, donc ça, c'est de la désinformation, c'est de la désinformation. Donc donc c'est super important quand on voit des mentions dans un message, du coup c'est aussi un signal, un signe de il faut aller chercher, si le sujet toujours nous intéresse, parce qu'on peut pas tout chercher. Il y a quelque chose à chercher et à vérifier sur ça. Il y a aussi l'auteur lui-même. C'est là où on parle de réputation des personnes, etc. Donc il y a des auteurs, il peut citer avec pas d'émotion, en citant des sources, etc., mais qui est habitué à diffuser de la désinformation, ou bien c'est pas son sujet. Il va parler de, je sais pas, il va parler d'écologie alors que il bosse chez un acteur qui est pas connu forcément pour ses engagements pour tel ou tel sujet. Et ok, ça compte aussi. L'auteur de la publication de l'information, c'est une information en tant que telle et un signal pour dire ok, est-ce que ça nécessite d'être vérifié ou pas. Donc moi, ça c'est vraiment les éléments un peu de base. Après, quand il y a de la vidéo, dès que c'est tronqué, dès qu'il y a trop de musique, en fait, moi personnellement, j'aime pas les documentaires quand il y a de la musique tout de suite, parce que tout de suite ça influence, et on le voit clairement. Il y a d'ailleurs souvent des montages un peu rigolos pour montrer la même scène. Tu mets une musique un peu plus entraînante, etc. Tu vas pas le capter de la même façon. Tu mets une autre musique un peu plus triste. Le même événement peut paraître plus triste. Donc tout ce qu'on essaie de faire pour influencer notre jugement, donc la musique en fait partie, et créer des émotions, c'est que c'est pas bon, quoi. Donc il faut vérifier, parce que c'est-à-dire que l'auteur n'a pas été, il a eu envie, il est sorti de l'objectivité, il avait envie que tu reçoives cette information-là de cette façon-là. Donc ok, s'il a envie que je la reçoive avec plus de la tristesse, plus de la joie, plus de l'excitation, etc., c'est qu'il y a quelque chose d'autre, c'est qu'il n'y a pas que les faits, et c'est là où il faut aller chercher l'information. Et je précise juste un truc, parce que souvent on peut croire que, donc, du coup, est-ce que tout doit être juste froid, objectif, factuel, etc. Non, mais c'est de là où, c'est pour ça qu'il y a l'existence de l'art, c'est pour ça qu'il y a le cinéma, c'est pour ça qu'il y a la fiction. On peut, si on a envie de parler des reptiliens, de l'idée qu'il y a des complots, etc., on peut créer des séries, faire des fictions, et faire des romans, faire des films, et on peut aller même plus loin, et qu'on sait que c'est de la fiction. Du coup, du coup, le spectateur ou l'auteur, pardon, le lecteur, etc., il sait que c'est de la fiction, et il peut trouver le même plaisir et créer toute l'émotion qu'on recherche par ce contenu là-dessus, et qui a pas besoin de faire passer le faux pour du vrai pour créer l'émotion. On a d'autres champs pour faire ça. Ouais, et de prendre en plus des décisions qui peuvent être néfastes pour soi ou pour les autres, en se basant justement sur ces fictions. Et parce que très souvent, c'est que ça. Parce que quand on essaie de faire de la désinformation, etc., les raisons, il y a parfois, ça peut être quelque chose de beaucoup plus politique, structuré, etc. Ça, c'est une chose. Mais très souvent, quand on parle de la masse des gens qui diffusent, c'est souvent juste pour créer un peu de l'émotion, pour chercher quelque chose d'un peu d'excitant. Et c'est dommage que on n'utilise pas d'autres outils, d'autres formats pour ressentir la même chose. Et il y a plein de formats d'expression, de formes d'expression artistiques
qui permet d'accéder à la même chose et, et sans avoir besoin de mélanger, créer cette confusion entre le divertissement et le réel, entre la fiction et et la vérité. Et c'est ça qui manque plus qu'autre chose. Et après, quand je disais tout à l'heure, pour revenir à ta question, qu'est-ce qui permet de vérifier, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde pour ne pas tout vérifier? Et c'est là où je reviens à mon, au début de notre échange. Et de temps en temps, c'est bien. Moi, j'aime bien vérifier les choses, juste par plaisir, sur lesquelles on est complètement d'accord et complètement, et qu'il y a tout ce qu'il faut là-dedans, etc. Mais aller vérifier quand même, parce que parfois on peut voir un truc, je dis ah mais grave, il a raison, mais c'est vraiment grave. Ben ça, je dis ah mais j'aimerais bien un peu creuser et d'aller rechercher la position inverse pour toujours laisser éveiller son esprit critique en permanence sur des sujets. Soit ça va renforcer une idée ou une croyance ou une conviction, et tant mieux. Comme ça, ton discours il est plus renforcé quand tu discutes avec d'autres gens, quand tu défends ton idée, vu qu'elle est bonne, bah autant avoir encore plus d'éléments pour la défendre, etc. Soit ça va t'apporter de la nuance dans ton propos, ça va t'éveiller sur d'autres éléments, des zones d'ombre, etc. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir cette partie qui est au-delà de chercher l'information pour vérifier, pour savoir ce qui est vrai ou pas. C'est aussi d'entraîner son esprit critique en permanence comme une hygiène de cerveau plutôt que juste une recherche de vérité. Que pour moi, l'une est aussi importante que l'autre. Parce qu'il y a la recherche de la vérité, c'est une chose, mais maintenir son esprit critique et éveillé. Et envers soi-même aussi, en fait. Je pense que c'est cette partie-là qui est importante parce que c'est facile de le faire, comme tu disais, envers des personnes avec qui t'es pas d'accord, qui sont tes ennemis ou quoi, t'as envie même d'aller le faire. Mais se remettre en question soi ou les gens de notre groupe, que ce soit amis, famille, enfin voilà, tous ceux qui nous entourent, là c'est un peu plus dur, ça demande plus d'efforts. Et c'est là effectivement que se trouve le vrai esprit critique entre guillemets pour moi. Bah, complètement. Et les vertus dépassent le sujet de la désinformation, etc. Parce que dans nos vies personnelles, privées, on est amené à être confronté à nos, même dans nos relations amicales, de couple, familiales, etc., même professionnelles avec les collègues ou autres. On est toujours dans ce rapport de je crois à des choses, je suis tel, la personne en face elle est telle, on a envie de mettre des gens dans des cas, de juger, etc. Et on se remet pas suffisamment en question et en cause. Et donc là, il y a même pas question de fait, parce qu'on parle d'émotion. Est-ce que même quand j'ai peur, est-ce que c'est vraiment que j'ai peur ou c'est plutôt c'est un autre ressenti qui m'anime face à telle ou telle situation. Et c'est là où c'est super important de maintenir cette hygiène du cerveau d'esprit critique, ne serait-ce que pour soi, pour que toujours on puisse être capable de prendre du recul sur nous-mêmes, capable d'analyser les choses, capable de se remettre en question, etc. Et ça, pour moi, c'est une des vertus principales derrière ce travail des informations, debunk, vérification, etc. Au-delà d'une, entre guillemets, simple vérification des faits que l'on voit sur Internet. Et bah ouais, et c'est hyper intéressant là ce que tu disais justement sur ce côté artistique aussi. J'adore que ce soit un des outils que tu proposes aussi pour sortir de la volonté de participer voilà à des croyances complotistes ou des choses comme ça. J'avais pas entendu encore cette solution, donc j'adore. Et à part ça, là tout ce que tu proposes aussi, c'est des choses enfin sur lesquels on travaille dans ce podcast, donc c'est super cool. J'espère que ça aidera effectivement à prendre un peu de recul sur ce qu'on pense nous et à ouvrir aussi enfin, ça c'est aussi le côté qui est hyper important à d'autres points de vue. Enfin moi je pense que d'autant plus quand on n'est pas d'accord justement. Il y a vraiment cet effort là. Et du coup, alors tu parlais tout à l'heure d'outils que les gens connaissent pas forcément, notamment pour faire des recherches Google ou autres. Est-ce que tu as envie de partager des conseils spécifiques, des choses, peut-être un outil que tu penses que les gens connaissent pas forcément et qui pourrait vraiment aider à une vérification rapide
d'un fait ou d'une info? Bah, pour moi, sur les trois techniques qui permettent on va dire les plus utilisées, il y a plusieurs techniques, etc. Mais pour moi, déjà sur Google, la recherche en utilisant des guillemets pour avoir ce qu'on appelle un peu la recherche exacte. Quand on a une citation, si on tape juste la citation ou l'information, etc., Google va être un peu plus intelligent. Il va chercher aussi les résultats qui ressemblent, etc., dans le même contexte, dans le même champ lexical. Mais tout simplement, si on veut chercher quelque chose de très précis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que si on met entre guillemets, par exemple, si je cherche euh, le nom justement d'une étude associée à une personne ou une station associée à une personne, si on tape juste tout en même temps, on va tomber sur des milliers de résultats, etc. Mais par contre, si on met autour des mots qu'on veut qu'ils soient dans les résultats, Google ne sortira que des résultats associés à ces mots-là. Et donc, on va très vite voir, OK, mais en fait, jamais, je pense par exemple au cas il y avait une vidéo un peu faite par l'IA, que Jean Covici a publié sur LinkedIn où des gens l'ont fait dire des choses c'était quoi? En tout cas, quelque chose d'alimentaire, une sorte de jus ou d'aliment qui serait vertueux, etc. Et ça se trouve dans une discussion, quelqu'un va me dire oui, mais cet aliment est défendu même par Jean Covici parce que ok. Est-ce que vraiment il a dit ça? On fait juste le nom de Jean Covici, on met cet aliment entre guillemets, les dents entre guillemets, et on va chercher Internet et on va trouver qu'il n'y a jamais rien été dit sur tout Internet avec ces deux noms-là, sauf potentiellement une seule euh, publication de Jean Covici lui-même qui est en train de dire c'est pas du tout vrai ce que vous voyez sur Internet, ou en tout cas on arrive à chercher de façon plus précise, quoi. Et pour moi, l'autre façon, c'est de rechercher parce que ça permet beaucoup la contextualisation et de savoir la première source d'information, c'est la recherche par date. Ça aussi, c'est un outil que j'utilise beaucoup et qui est super intéressant aussi. C'est-à-dire que sur Google, quand on clique, on a la barre classique, après on a plus de paramètres ou plus de propriétés, etc. Dans la recherche, quand on clique dessus, on peut choisir la période dans laquelle Google va rechercher. Donc, par exemple, quand on dit, il y a par exemple un debug super intéressant je peux raconter un peu l'exemple qu'on a fait, c'était au moment de la suppression des tickets de caisse en France, et il y avait un chiffre, je sais plus, mais en gros, cette nouvelle loi va permettre de sauver tant de millions d'arbres en France. Donc le chiffre semblait beaucoup et ça a été communiqué par le ministère dans le compte même du ministre de l'économie, par le ministère, par les pages officielles des partis de majorité, etc. Mais sauf que le chiffre était tellement gros que c'était pas normal, donc on a dû vérifier. Et en effet, c'était trop gros, c'était faux, mais c'est la première partie du debunk. Ok, mais ça c'est presque facile. Il faut des calculs de base, on retrouve toute l'information. Ok, un ticket de caisse, c'est combien de surface, combien il faut d'arbres pour ça. Donc, on arrive à faire un peu de calcul de base. La règle de 3. La règle de 3 permet de répondre à 80% aussi des sujets de logique ou de maths que l'on peut retrouver sur Internet. Mais après, mais pourquoi ils ont sorti ce chiffre? Parce que c'était une autre information intéressante à retrouver. Et c'est là où arrive la partie recherche. Quand on dit, OK, on sort ce chiffre-là avec ticket de caisse et on dit ok, cherche-moi de telle période. Donc quand on regarde la période de la sortie de la loi, en effet tout le monde en parle, les médias aussi, de toute façon tous les médias ont parlé du même chiffre. Après on filtre que sur la période d'avant. Ok, il y a un peu moins, mais ça en parle encore. Et en fait on fait période par période et à un moment donné on arrive à la première source d'information. Et on voit ok, il y a genre 2 ans il y avait en effet cette information qui circulait, mais sur un seul site on a trouvé le patient zéro et c'était une marque de caisse automatique. Donc c'était juste dans le blog, donc ça doit être un stagiaire ou une stagiaire, avec tout le respect que j'ai pour les stagiaires, mais qui comprenait pas l'ampleur que ça allait avoir parce que c'était une petite marque de caisse automatique et pour alimenter leur blog pour des raisons SEO et de référencement, ils ont fait un article comme quoi c'est bien de passer à la caisse automatique avec moins de papier et parce que ça économise. Donc il a dû chercher sur Internet autre chose et qu'il a vu il y a 1 million d'arbres, peut-être qu'il a mis juste comme ça 1 million d'arbres ou 1,5 million. Et du coup c'est ça la source d'information qui a été reprise par le ministère.
par les médias. Donc c'est pas une étude, c'est pas un travail. C'est grave quand même. Bah c'est un peu ça, c'est grave. Ça montre que même au niveau les plus hauts de l'État ou des médias, des plus sérieux, ils peuvent faire pas suffisamment leur job de vérification, alors que je suis certain qu'ils connaissent ce genre de technique à ce niveau-là, etc. Mais parfois c'est par fainéantise ou parce que justement il n'y a pas cette, ça c'est aussi pour moi un problème et ça rejoint le reste. Il n'y a pas une information plus importante qu'une autre. En fait, toutes les informations, l'esprit critique ou la désinformation, c'est pas parce que c'est une information pas importante que ça justifie qu'elle peut être fausse. C'est pas que les sujets graves qui doivent être vérifiés, etc. Parce que c'est plutôt c'est des mauvaises habitudes qui s'installent. Oui. Et si on n'a pas pris les bonnes habitudes sur des choses simples, on va avoir tendance à faire plus d'erreurs et tomber plus dans le piège sur des sujets plus graves. Donc, l'hygiène de la recherche de l'information, de la vérification devrait concerner tout, sans forcément être dans quelque chose de beaucoup plus trop émotif, énervé, autre. C'est juste, c'est vraiment, moi, je parle, c'est pour ça que j'insiste sur ce mot d'hygiène. C'est vraiment une hygiène de cerveau, comme euh, comme on lave ses légumes, ses mains, etc. Quand on sort de toilettes ou n'importe, et c'est quelque chose qu'on s'habitue. Ça veut pas dire que si on se lave pas les mains là, ou si on ne lave pas ce légume-là, on va forcément tomber malade. C'est pas certain, mais c'est juste que si par contre, si on n'a pas pris l'habitude de le faire par réflexe, bah, le moment où on avait une saloperie sur nos mains ou sur ce légume, etc., bah, on aura les conséquences de ne pas avoir ce réflexe-là pour le faire systématiquement sans réfléchir. C'est vraiment comment faire passer la vérification d'un acte actif, réfléchi, à un réflexe dans notre quotidien. Et donc là, c'est la recherche. Cette métaphore, j'aime beaucoup. Bah voilà, c'est cadeau. Bah, c'est vrai que, enfin, ça participe aussi, je pense, de la crise de confiance, parce qu'en fait, comme tu dis, même des autorités, que ce soit le gouvernement, des médecins ou des médias reconnus, peuvent Ouais. aussi partager parfois des fausses informations ou déformer, etc. Donc c'est là où ça devient. Et c'est plus fréquent que ce que l'on croit, et ça, alors que c'est pas forcément voulu. Du coup, ça, comme tu dis, le problème principal, et là, tu as utilisé vraiment une des conséquences graves, c'est la confiance. Et en fait, c'est, même si on dit vrai 90% des fois et que 10% on dit faux et que ça se sait, bah, ça casse une confiance et du coup, on commence à douter même des 90%. Donc, c'est pour ça que c'est super important de la voir de façon plus systématique, en réflexe tout le temps. Et aussi, par exemple, dans ce cas-là, l'erreur qui était, on va dire, de communication politique, c'est que quand on a relevé l'erreur et le problème, il n'y avait pas d'excuse ou de correction. C'était quelque chose en mode, ah ben en fait, on voulait parler des nombres d'arbres dans le monde, mais c'était pire. Il y avait aucune logique. En fait, il faut assumer, et ça, c'est super important si on veut regagner la confiance. On a fait une erreur. C'était pour ça, pourquoi on l'a fait, et presque s'en amuser. C'est pas grave. Le truc, c'est il faut dédramatiser tout. On peut tous faire des erreurs, et c'est presque drôle de dire, OK, bah, en fait, on a pris un site de caisse automatique, on n'a pas vérifié, c'est une erreur. Ne la faites pas, et transformer ça en opportunité d'apprendre presque. Ça aurait été génial si suite à ça, ils disent, et suite à ça, bah là, on vous apprend, on vous montre comment on vérifie telle ou telle information euh, en faisant une recherche par date, et on se rend compte de ça, et voilà comment vous pouvez faire, etc. Et du coup, transformer ça en opportunité de transmission d'une nouvelle connaissance, de sensibilisation, etc. Et pour leur dire aussi, regardez, même nous, avec des experts, on peut se tromper, même des médias. Donc, forcément, votre influenceur préféré sur une story sur Insta, n'ayez pas tant confiance que ça dans sa capacité à toujours vous transmettre des choses vraies. Donc, c'est là où il faut qu'on arrive à au-delà il y a la partie comment on vérifie, comment on recherche, et aussi avoir cette honnêteté intellectuelle, humilité, professionnalisme, responsabilité citoyenne, etc., d'admettre, d'accepter, de corriger, et même c'est là où, et passer à l'étape suivante, c'est en profiter pour faire une opportunité de faire quelque chose de positif derrière aussi. Parce qu'on peut transformer une erreur en positif, en action positive. Message pour le gouvernement s'il nous écoute. Oui, écoute, ça, tout est opportunité, même les erreurs, pour faire quelque chose de bien derrière, quoi.
Et la troisième technique que j'utilise pas mal, c'est la recherche inversée. Ça, c'est pratique quand on voit une image qui date. Parfois, on dit, OK, bah, c'est suite à ce conflit ou tremblement de terre ou, par exemple, récemment, il y avait le PSG qui a gagné avec plein de violences qui ont suivi dans le public, etc., à Paris, mais c'est aussi souvent l'occasion pour pousser des images qui datent pas du tout de cet événement-là, qui datent pas du tout de cette période-là, et la recherche inversée d'images permet parfois de dire ah mais en fait ça c'était même pas à Paris, et c'était même pas cette année, et du coup et c'était même pas dans la réalité, c'est un extrait d'un film ou d'un truc. En fait, la recherche inversée permet aussi de savoir cette photo-là, elle a été utilisée où sur d'autres liens, et en suivant ces liens-là, on se rend compte que ah ok, mais il y a un lien qui est brésilien, je sais pas quoi, qui date d'il y a 6 ans, et du coup c'est pas la vraie image. Donc ces trois outils déjà, ça nous permet de faire pas mal de choses. Et après maintenant, on peut pas ne pas parler d'IA et de ChatGPT qui permet heureusement depuis pas depuis son lancement, c'est là où au départ beaucoup de gens tombaient dans le panneau, et même aujourd'hui aussi on utilise ChatGPT pour chercher une information, sauf que c'est pas le but, mais par contre il permet de faire une recherche sur internet. Donc aujourd'hui quand on va sur ChatGPT, et pas que ChatGPT, la plupart des outils maintenant d'IA permettent de cocher réponds-moi en cherchant sur internet. Et donc, en faisant ça, au moins, ils nous répondent. Et surtout, au-delà de la réponse, c'est qu'ils citent ses sources. Et là, on peut vérifier sur ces sources-là. Et on peut faire ce même travail de vérification dont je parlais tout à l'heure. C'est que même quand il le fait, moi, je le vois très régulièrement, c'est que parfois, il va citer des sources qui sont pas fiables. Notamment, quand on parle de sources fiables, tout à l'heure, je l'ai pas précisé, mais des sites de marques, ils sont forcément, par exemple, si on cherche quelque chose sur est-ce que le Coca-Cola est une boisson bien pour la santé, s'il y a un article qui défend cette thèse-là, mais sur le site de Coca-Cola, bah c'est pas bon. Par contre, pour savoir le prix d'une canette, c'est bien de se fier au site du Coca-Cola et pas de quelqu'un qui parle d'autre chose. Donc il y a aussi ce lien où il y a, au-delà de la partie des sites de désinformation, il y a aussi l'objectivité du média par rapport à telle information. Et donc, par exemple, ouais, les intérêts qu'il peut avoir, etc. Et du coup, ChatGPT ne sait pas faire encore ce travail-là, donc il faut être très méfiant. Donc il peut dire oui, telle chose, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Et il cite des sources, mais quand on regarde les sources, bah parfois c'est des sites des blogs de fabricants de tels produits, etc. Et donc en fait, l'information ne vaut rien. Oui, parce que on peut pas. Et dans ce cas-là, il faut revérifier les choses. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, autant c'est bien si on veut savoir juste la population d'un pays ou le nombre ou plein d'informations en vrai qu'on peut rechercher avec ça, et c'est super intéressant, etc. Mais il faut aussi faire de la vérification. Et c'est juste que c'est plus simple à vérifier quand on recherche par l'IA en cochant recherche sur Internet, parce qu'il cite ses sources, et du coup on peut vérifier que disent réellement ces sources-là, quoi. Alors que quand on fait, et les gens le font encore, demande des informations à l'IA sans lui demander de chercher sur Internet, bah là, ça vaut absolument rien. En fait, ça peut être vrai, comme ça peut être faux, comme ça peut être à mélanger du vrai et du faux. Donc ça, c'est pas fait pour chercher des informations, c'est fait pour toute la partie communication, peut-être correction, grammaire, conjugaison, toute la partie même peut-être réflexion sur tel ou tel sujet, mais pour accéder à un fait, c'est toujours qui a dit ça, quand et comment il a dit, pourquoi il l'a dit, qui permet d'accéder à l'information. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, même avec les nouveaux outils IA. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis, je pense, sur justement comment on utilise l'IA et en fait, à quoi ça peut vraiment servir, et les dangers aussi. On a fait un épisode là-dessus justement sur l'IA, et on disait que par exemple pour justement checker un fait, c'était pas forcément le meilleur outil, ChatGPT, qui valait sans doute mieux passer par un moteur de recherche traditionnel, parce qu'il cite pas ses sources, ChatGPT, à moins que tu lui demandes explicitement. Et puis même quand il les cite, en fait, il va prendre tout. Enfin, il prend tout ce qu'il y a, il fait aucune distinction. Alors que nous, quand on cherche quelque chose sur un moteur de recherche, on voit tout de suite la source déjà. Et puis on peut choisir, on peut cibler la recherche comme tu disais. Ouais, hiérarchiser. Voilà. Faut distinguer à quoi ça peut servir. Moi, ChatGPT par exemple, je le trouve super utile pour te faire un aperçu global, tu vois, d'un sujet où toi tu mettrais peut-être des heures à
avoir, enfin voilà, un sujet où tu connais absolument rien. Tu lui demandes, ok, est-ce que tu peux me donner les grandes lignes sur ce sujet? Il va te donner des billes, mais après, va falloir de toute façon checker. Enfin, ce qu'il te donne, voilà, là encore, faudra comprendre que l'IA ne sait pas tout et n'est pas Dieu, et qu'elle prend ce qu'il y a. Et ce qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est un Tu outil vois? qui peut accélérer des choses, simplifier des choses. Ou parfois, moi, ce que je peux l'utiliser, par exemple, quand on a fait tout le travail de recherche et parfois sur des sujets, notamment moi, quand il y a un article scientifique sur un sujet qui n'est pas le mien et en plus en anglais ou autre langue, et bah là, je trouve l'IA est utile parce qu'on peut copier tout le texte et dire, OK, voilà l'étude, essaie de me résumer un peu les éléments clés de cette étude-là, c'est très précis et là, il est très bien. Et en le traduisant en français, etc. Et pousser aussi quelques formules, termes très scientifiques, d'essayer de faire un peu de vulgarisation. OK, ça veut dire quoi ça, comme ça. Ah, donc c'est un bon outil qui permet de comprendre des textes complexes aussi dans l'exercice de vérification où on peut tomber sur pareil les sources d'informations dans une autre langue parce qu'autant français anglais ok on peut comprendre mais il peut y avoir des sources dans des langues étrangères entre guillemets plus exotiques sur un fait et là ChatGPT aussi est très bien parce que du coup on voit que cette page parle de ce sujet-là mais je comprends rien à l'article mais je peux copier et mettre dans ChatGPT pour me le traduire. Ah ok on voulait dire si comme ça ok d'accord. Et donc ça, c'est utile. Donc on peut mixer les 2, mais pas pour accéder à l'information, mais pour nous aider à mieux comprendre l'information qu'on a déjà retrouvée par ailleurs. Ouais, ouais, c'est un outil, bon, sachant que bien sûr dans l'IA, il y a plein d'outils différents, il y a pas que ChatGPT, il y en a qui sont plus fiables que d'autres, et c'est en constante évolution, mais voilà, je pense qu'il faut garder en tête que de pas prendre une information comme ça, telle quelle, de n'importe quelle IA, de manière générale, et garder en tête, qu'il y a des biais aussi des algorithmes des IA, enfin, fait pas de distinction forcément entre la fiabilité des infos, etc. Garder ces petits réflexes, comme tu dis. Et est-ce que tu as un dernier conseil ou enfin je sais pas, tu envie de dire une dernière chose aux personnes qui nous écoutent? Hem, je pense on parle beaucoup effectivement des informations, esprit critique et plein de choses et il y a aussi, pour moi, il y a, un élément qui contribue à ça et qui est, je trouve, assez important, c'est la confiance dans la science et même dans notre rapport à la science. Et par exemple, j'ai vu juste il y a pas longtemps, ça montrait dans les choix d'études, et cetera. Et par exemple, on montrait que moi, je suis de formation ingénieur, j'étais diplômé en 2008, et j'ai regardé, il y avait un graphe qui parlait des étudiants euh, en école d'ingénieur ou école de commerce, parce que souvent on confronte un peu ces deux sujets, parce que c'est un peu, il y en a un qui est un peu plus proche du monde du business, c'est l'autre plus proche du monde de la science ou de la technique, on va dire, plus que la science. Et c'était assez frappant de voir que à mon époque, quand je faisais mes études, bah, il y avait autant d'étudiants en école de commerce que d'ingénieurs et que aujourd'hui, la part de ceux qui font le choix d'aller faire des études de commerce, business, etc., ça a doublé par rapport à mon époque, alors que en école d'ingénieur, ça a stagné, voire ça a baissé. Donc, on a maintenant, le rapport est devenu 2 fois plus de gens qui s'orientent vers des études de commerce, de communication, etc., qui sont nécessaires. Et ce qui est intéressant, c'est l'équilibre entre les deux. Et j'associe ça aussi à une autre observation où dans les librairies, et je le vois même dans des librairies, ça peut être toutes les grandes marques, pas trop de sujets, où je vois de plus en plus la part des livres dédiés à la science se réduire et la part des livres dédiés à tout ce qui est parascience, développement personnel, ésotérisme, etc., se développer beaucoup plus. Et de plus en plus. Et en fait, je pense que c'est des signaux encore un peu faibles parce que pour plein de gens, c'est pas des choses graves que quelqu'un fasse telle ou telle formation. Chacun fait les études qu'il pense bien pour lui. Chacun lit les livres qu'il a envie de lire, etc. Mais ça montre quand même qu'il y a un recul de de l'attractivité de la science et de l'intérêt de la science et que c'est pas banal. En fait, la science, c'est ce qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui. Euh, sur tous les plans, tout ce qu'on utilise, la fait même qu'on communique aujourd'hui, on a beau avoir une critique. Et ça a contribué, même si je me considère ayant des positions davantage pro-écologiques pour la protection de l'environnement, etc. Parce que, pareil, les faits sont là, le réchauffement climatique est là et les solutions aussi qui permettront d'éviter le pire sont là. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'y aller.
Mais en même temps, il y a une défiance vers la technologie, vers la technique, et donc indirectement vers la science, etc., qui est assez dangereuse, parce que la science n'est pas que pour fabriquer des téléphones ou des ordinateurs ou faire des voitures, etc. La science, c'est ce qui nous a permis, parce que pour arriver à ça, avant ça, on passe par des étapes de développement de logique, d'esprit critique. C'est ce qui permet la science. C'est quelque chose, c'est basé sur l'esprit critique. Le fondement de la science, c'est l'esprit critique lui-même. Et en fait, ça permet de régler plein d'autres sujets à côté, qui permet de construire nos institutions, nos démocraties, nos organisations, la circulation d'informations. Tout est science, et c'est important. C'est bien qu'il y ait des ouvertures vers d'autres sujets, de ne pas être de voir tout par que le prisme de la science, sûrement pas. C'est pas du tout souhaitable, c'est pas du tout la science n'est pas la politique ou autre, mais c'est important qu'elle garde une place. Et quand on voit ce qui se passe même aux États-Unis, où on est carrément en train de brûler des livres, on dirait, c'est vraiment des scénarios de livres de science-fiction qui se réalisent, où il y a des États qui ont banni certains livres que on pensait inoffensifs, donc c'est vraiment, il y a un combat contre la science, une ridiculisation de la science, de tout ce qui est moderne, technique, etc. Et je pense que c'est important que on change de position là-dessus, et qu'on réapprenne à aimer la science, parce qu'elle est la source de notre euh, confort, éveil, apprentissage, etc. Et elle a encore un rôle à jouer, même pour comme solution pour la suite, que ce soit sur le plan environnemental, mais aussi social, politique, géopolitique, etc. Et qu'il est important d'y revenir, et de redonner euh, à la science et aux scientifiques leur place qu'ils méritent, quoi. Merci pour ça. C'est aussi quelque chose sur lequel je reviens pas mal dans ce podcast, effectivement. La science, c'est une boussole. C'est quelque chose qui nous permet de prendre des meilleures décisions, justement plus objectives, sans nous laisser aller forcément vers ce qu'on veut, ce qu'on a envie de croire, etc. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir des données sur lesquelles on peut s'appuyer. Et il y a eu un autre épisode avec un philosophe, Raphaël Liogier, qui parle aussi de ce besoin de transcendance dans nos sociétés. Donc je pense que là aussi sur ce sujet, il y aura de la nuance à trouver. En fait, sortir de ces oppositions stériles, tu vois, entre science et spiritualité, en fait, il n'y a pas de raison. On peut très bien utiliser la science pour ce à quoi elle sert, en fait, nous donner des données, des informations, et elle est pas censée nous dire quoi croire, quoi penser, quelle décision prendre ensuite. En fait, c'est juste ça participe de la réflexion. Mais ensuite, c'est les politiques qui prennent les décisions, etc. Il y a la société qui peut ensuite choisir ce qu'elle fait à partir de ces données. Et puis, si quelqu'un a envie de croire en Dieu, pour moi, il y a aucune opposition. En fait, ça répond pas aux mêmes questions. C'est pas du tout contradictoire, en effet, mais c'est bien effectivement de le souligner. C'est pas du tout contradictoire. C'est pour ça que je parlais vraiment d'équilibre et de place. Oui. Et de ne pas, alors qu'aujourd'hui on est presque dans un recul de la place de la science et de la je trouve pas le mot. Ringardisation de la science, et c'est ça qui est dangereux en tant que tel. Mais la science n'est pas faite pour ni décider à notre place, c'est le rôle des politiques, ni de nous apporter des réponses comme tu dis, spirituelles ou autres. Ça, il y a d'autres segments et d'autres éléments et d'autres axes qui permettent d'y répondre. Mais la science a un rôle Bien sûr. hyper clé, qui coordonne un peu tout ça aussi, qui donne du sens et un lien entre tout ça, et qui nuance chacun de ces axes-là. En fait, la science en elle-même, c'est pas un axe, mais elle apporte dans le spirituel, elle donne du sens et de la nuance au spirituel. Dans le politique, elle donne du sens
et de la nuance dans le politique. Dans chacun des axes, comme tu dis très bien, c'est une boussole, c'est un élément qu'il faut qu'on ait pour tous ces autres éléments qui composent notre vie, que ce soit individuellement ou collective. Ouais, excellente conclusion. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je suis très intéressée d'avoir vos avis en commentaire et s'il vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour que d'autres puissent la trouver facilement et en profiter également. Vous contribuez de cette manière, vous aussi, à l'activation de nos esprits critiques, alors merci pour votre aide. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, les fiches récap en description de cet épisode. À bientôt! Critique et persiste, mais